Traditionnel, c'est une technique qui a été inventée ou mise au point à la fin du Moyen-Âge et donc avec des matériaux relativement rustiques. Alors quand on veut fabriquer une cloche, il faut d'abord faire un projet, un projet sonore de taille. Donc on va faire un plan. Alors au Moyen-Âge, c'était plus, moi je veux une grosse cloche qui sonne bien, et par empirisme, au fil des expériences, les fondeurs se sont rendus compte qu'en modifiant ceci ou cela, on arrive à tel ou tel résultat. Et après, on l'a fixé avec des formules mathématiques, et donc on sait parfaitement, actuellement, fabriquer une cloche avec, sur un cahier des charges bien précis. Alors, les deux cloches qu'on va couler, il y en aura une pour Kirchheim. Alors, cette petite cloche, c'est une cloche qui pèsera 30 kg. La maquette de cette cloche est ici. Et une deuxième cloche qui sera un peu plus lourde, qui est pour une paroisse de Reims. Et c'est celle-ci. Donc, la maquette s'est cassée au démoulage et elle pèsera environ 170 kg. Alors, pour fabriquer le moule, on s'est servi d'un noyau en brique, donc qu'on a bien lissé avec ce qu'on appelle une planche à trousser pour avoir une forme parfaitement cylindrique. Et on a bien lissé avec de l'argile pour obtenir la forme intérieure de la cloche. Cette forme intérieure, on l'a enduite de graphite pour pas que la couche d'argile suivante vienne se coller dessus. On a découpé notre planche, on a remis une couche d'argile et on a fait une maquette de la future cloche. Alors cette future cloche, comme celle qu'on a fait là, elle va porter les inscriptions et les décors. Et donc on l'a enduite de cire et toutes les inscriptions qui doivent y figurer ont été collées avec la cire. Alors vous ne le voyez peut-être pas, je vais la retourner. Sur l'arrière du moule, il est cassé, je peux pas bouger. Donc il y a des traces plus sombres, c'est les résidus de cire, des décors qui sont appliqués sur la cloche. Alors une fois cette étape terminée, on va encore enduire le moule, cet élément d'argile pour obtenir une grosse carapace comme celle-ci qu'on va appeler la chape. Cette chape à l'intérieur, elle va prendre l'empreinte en cire qu'on a appliqué sur la fausse cloche, et au moment du séchage, on obtient un négatif, puisque la cire va fondre, on va chauffer à 150-200 degrés l'ensemble de la pièce, la cire va fondre et va laisser les inscriptions et les décors en négatif dans cet élément. Si on se couchait par terre et on regardait en dessous, on verrait donc toutes les inscriptions de cet élément-là. Une fois cette opération terminée, on va démouler, on va soulever la chape, comme c'est le cas ici. On va casser la fausse cloche. C'est ce qu'on a fait cet après-midi avec les deux autres. Donc les morceaux qui sont là, ça sera notre future cloche de 170 kg et la petite de 30 kg. Cette fausse cloche retirée, on va réempiler la chape sur le noyau. On obtiendra un vide entre les deux pièces, et c'est dans ce vide qu'on va couler le métal. Alors, pourquoi l'enterrer? La densité du bronze est très très forte. La densité est de 8,3. Ça veut dire que 1 litre d'eau, c'est 1 kg. 1 litre de bronze, c'est 8,3 kg. Donc vous imaginez une cloche qui fait 60 ou 80 cm de haut, la pression est 8,3 fois supérieure pour l'équivalent de l'eau. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on s'est rendu compte, puisque c'est un matériau quand même traditionnel, hein, c'est de l'argile, du crottin de cheval, de la paille, c'est comme un torchis, et on a trouvé que ça résistait bien au feu, mais par contre c'est fragile, ça se déforme. Donc c'est pour ça qu'on l'a enterré, et là on est en train de finir d'enterrer le moule pour endiguer les pressions. Alors tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? On a chauffé dans le four que vous voyez 300 kg de bronze. Alors le bronze de cloche, c'est un
alliage qui comprend 78% de cuivre et 22% d'étain. Ça aussi, c'est un héritage du Moyen-Âge, où on s'est rendu compte qu'avec ce mélange-là, on avait le meilleur rendement sonore pour la meilleure solidité. On pourrait encore imaginer d'avoir des cloches encore plus sonores si on mettait plus d'étain, mais elles sont de plus en plus fragiles. Alors c'est un peu le mystère de la chimie, puisque l'étain et le cuivre sont des matériaux très mous, et quand ils sont alliés à un certain pourcentage, ils deviennent cassants comme du verre. Donc c'est le cas du bronze de cloche qui est très sonore. Et donc le métal là est liquide, on le chauffera encore davantage tout à l'heure pour éviter des pertes de température dues au transfert, et on versera donc, on puisera avec des louches depuis le four jusque dans les rigoles des deux cloches. Donc c'est ce que vous verrez un peu plus tard. Alors on pourrait se poser la question aussi, que fait le beffroi avec les deux cloches au fond là-bas? C'est en fait les cloches qu'on a coulées il y a 2 ans, qui sont destinées à l'église Saint-André d'Ambleau. Et donc l'étape suivante a été, la première étape était la fabrication des cloches, et là l'étape a été la fabrication du beffroi, et l'année prochaine ce beffroi sera installé dans le clocher, ainsi que les cloches. Alors au pied de ce beffroi, vous avez une cloche percée. C'est une cloche ancienne qui s'est fêlée accidentellement, et quelqu'un avait essayé de la réparer, il l'a encore abîmée davantage. Et c'est une cloche qui nous sert de tronc. Donc si vous avez une petite pièce tout à l'heure, c'est pas pour nous, c'est pour la paroisse qui va nous le reverser probablement, mais c'est pour financer justement la poursuite de l'équipement des cloches de l'église Saint-André. Alors je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure quand on sera plus avancé avec l'opération de coulée. Potin de cheval fermenté, ça permet de faire durer les louches, de leur donner une durée de vie un peu plus longue, puisque les 1200 degrés dans lesquels on va les plonger pendant quelques minutes, le fer va être complètement écroui, et donc c'est un peu un retardataire si on veut. Alors, il y a un monsieur qui demande comment au Moyen-Âge on arrivait à chauffer du métal à plus de 1000 degrés. Alors c'était un four beaucoup plus important, avec une voûte, et on chauffait au bois pendant 1 jour ou 2, selon la masse de métal ou la taille du four qu'il fallait chauffer. En fait, c'est le four qu'on chauffait, et le four, une fois chaud, permettait de fondre le métal. Alors, on essayait d'être rationnel aussi, on construisait un four pour couler 3 ou 4 ou plus de cloches. On essayait de regrouper les commandes, on était déjà soucieux de l'écologie à l'époque. On va couler deux cloches qui ne sont pas destinées à Ondelot comme il y a 2 ans, mais c'est une cloche qui est la petite, qui sera pour une chapelle de Kirchheim, et une autre cloche pour une paroisse de Reims, de la ville de Reims. Donc la petite pèsera 30 kg et la plus grande 170. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le moule et les cloches qu'on va couler, vous ne les verrez pas ce soir puisqu'elles sont enterrées. Mon collègue là, il est en train de préparer le canal d'arrivée du métal, et donc la cloche est à 1,50 m sous cet endroit. Alors on a enterré le moule pour qu'il résiste aux pressions du métal, puisque le métal, le bronze de cloche, donc 78% de cuivre et 22% d'étain, a une densité de 8,3. Ça veut dire que pour 1 litre d'eau, c'est 1 kg, et 1 litre de bronze, il y a 8,3 kg. Donc vous imaginez la hauteur et la pression qu'il peut y avoir au fond de la fosse. Alors comme le moule est fabriqué en argile, et que c'est un matériau qui est quand même relativement tendre, il résiste bien au feu, mais pas très bien mécaniquement. On a dû l'enterrer, c'est comme ça que ça se faisait au Moyen-Âge et que ça se fait encore dans beaucoup de fonderies. Donc chaque fois qu'on a préparé le moule, qu'il est prêt à la couler, on le met dans une fosse, on l'enterre, on dame bien la terre autour, et le lendemain matin ou quelques jours après, en fonction de la taille de la cloche,
on va le déterrer et le ressortir. Alors pour nos cloches ici, la petite cloche de 30 kg, on pourrait la démouler demain matin ou dans la nuit, mais on va attendre demain après-midi. Et pour la cloche de 170 kg, ben, ça sera demain après-midi aussi. Alors il faut savoir que pour une cloche de plus de quelques tonnes, donc plus de 1000 kg, il faut d'autant plus de temps pour le refroidissement et la solidification du métal. Alors même si la solidification est plus ou moins rapide, le temps de refroidissement peut être assez long. Hein. Ça peut aller jusqu'à 4-5 jours, voire 10 jours pour des cloches de 3-4 tonnes. Alors tout à l'heure, donc, on va transférer le métal du four dans les moules avec des louches. Donc on va puiser, on va verser dans la rigole et le métal va couler dans la forme qu'on vient d'enterrer. Alors je ne sais pas si monsieur le maire de Kirchheim veut dire un mot, présenter Kirchheim pour les gens qui savent pas où est Kirchheim. Merci à vous, monsieur Fögele. Je voudrais tout d'abord excuser monsieur Lutz, qui va être le réceptionnaire de cette cloche, parce qu'actuellement à Kirchheim, donc Kirchheim qui se trouve à côté de Marlenheim, à 20 km de Strasbourg, exactement entre Marlenheim et Schara-Bergheim, le mont Schara est plus connu, dans une région viticole. Là, M. Lutz, sur une démarche personnelle, a entrepris il y a 2 ans maintenant. Il était venu nous voir en mairie en ayant l'idée, sur sa démarche personnelle, si on pouvait lui procurer un terrain. Et il souhaiterait construire une petite chapelle. Dans la chapelle, dans l'église Saint-André, qui sera tout en haut au niveau du projecteur. Et donc le beffroi est prévu pour les générations futures, pour recevoir encore 2 cloches supplémentaires, une intermédiaire et une plus grave. Alors ces cloches ont, le projet sonore de ces cloches a été fait par Olivier Tarozzi, l'expert campanaire du diocèse de Strasbourg, en concertation avec M. le curé, qui était autrefois à l'église Saint-André. Et après la Révolution, quand les chanoinesses ont été chassés, si on peut dire, de l'abbaye, il y a eu un remaniement, la Révolution a perquisitionné les cloches et la cloche de Saint-André a atterri dans le clocher de l'abbatiale ici. Donc on voit aussi là actuellement, on est en train de décrémer le métal. Alors il faut savoir que chaque fois qu'on chauffe un métal, se crée une croûte, une oxydation en surface, et donc qui risquerait de faire des dérangements dans la matière si on la coulait telle que. Donc on va nettoyer le bain en surface jusqu'à ce qu'il soit parfaitement propre, et on sera prêt à ce moment-là pour couler. Ont été coulés il y a 2 ans et qui seront donc installés l'année prochaine, en 2010. Alors, comme M. Fögele le disait, c'est une étape supplémentaire ce soir avec leur pose dans le B3. Ces cloches seront donc installées l'année prochaine. Il fallait trouver un moment favorable pour pouvoir le faire. Donc ce sera le 6 juin, retenez bien cette date, le 6 juin 2010. Cette date a été retenue parce que nous voulions que celui qui bénira les cloches, eh bien, sera quelqu'un d'important dans l'église en Alsace. Ce sera donc Monseigneur l'archevêque Jean-Pierre Gralet qui présidera à la cérémonie de bénédiction des cloches. Cette date sera donc un moment fort, d'une part pour la paroisse, mais également pour tout Anglo, puisque la cérémonie commencera d'abord par la messe ici même en l'église le matin, et l'après-midi, les cloches seront donc déplacées, transférées jusque dans l'église, l'ancienne église Saint-André, et traverseront donc toute la commune d'Anglo selon un parcours qui reste encore à définir, mais qui devrait permettre une large participation de tous à l'événement. Donc ce sera un bel événement, puisque M. Fögele nous en parlera peut-être encore ce soir, mais sinon il le fera ultérieurement. La montée des cloches dans un grand clocher comme Saint-André est une prouesse. Et ce soir, nous assistons à un spectacle déjà par le fait de voir découler les cloches, mais l'installation des cloches nécessite bien sûr des conditions élémentaires de sécurité, mais constitue aussi un bon moment à voir. Il y a toute une mise en scène, donc pour pouvoir les voir d'une part,
les voir monter à la force du poignet et puis aussi les entendre. C'est ce que nous verrons tout à l'heure puisque nous aurons l'occasion d'entendre les cloches donc sonner à la volée. Bien sûr, ce sera encore autre chose quand on les entendra directement à Saint-André. Il y aura également un petit moment que nous avions déjà vécu il y a 2 années à Ampleau qui consiste à bénir le métal. Alors c'est une opération qui remonte également au Moyen-Âge puisque la coulée des cloches était essentiellement une prérogative monastique qui se passait dans les monastères, puis par la suite qui a été passée, si vous voulez, cet environnement monastique. Et donc, si ça se passait dans un monastère, bien, on pouvait imaginer qu'il y avait beaucoup de prières au moment où on coulait les cloches, au moment aussi où on les déboulait et où on les installait. Alors, nous allons prendre un rituel de bénédiction du métal qui est inspiré d'une pratique qu'on retrouve dans l'abbaye de Maria Laach en Allemagne, où il y a toute une tradition donc, de couler des cloches qui nous a beaucoup inspiré pour ce soir. Dernière chose que je voulais dire également par rapport aux cloches, elles ont également des patrons. D'une part, la plus grosse eh bien, est dédiée à Saint-André, parce que c'est une cloche pour Saint-André, et la cloche de M. Peugelet, qui date de 1446 et qui est installée donc, dans le beffroi de l'abbatiale, était primitivement une cloche qui était à Saint-André, mais c'était la cloche qui portait également le nom de Saint-André. On peut demander sans doute pourquoi avoir choisi ces noms de Fabien et Sébastien dans le temps où il y avait 2 églises qui portaient ce nom. C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, Ampleau a toujours un lien avec Rome. Et si vous allez à Rome, vous trouverez des basiliques qui étaient dédiées à Saint-Sébastien. Saint-Fabien était un pape, et Saint-André était le frère de Simon-Pierre, qui était donc le premier pape. Donc on voit des liens qui renvoient effectivement au passé d'Ampleau, qui était directement lié au Saint-Siège à Rome. Refroidis pour qu'on puisse les voir demain. Alors je ne sais pas si monsieur le maire d'Ampleau veut parler un peu cloche. Merci André. Non, je ne vais pas parler cloche, je me suis dit ce soir je vais aller voir les cloches. Mais bon, on m'a demandé quelle cloche tu vas aller voir. Je suis très ému de voir autant de monde à une coulée de cloche. Et je suis d'autant plus ému qu'elle soit coulée pour mon ami Patrick Deck de Kirchheim, le maire de Kirchheim. C'est une chapelle, c'est la seule chapelle d'ailleurs qui est en construction en Alsace. C'est assez rare. Et c'est exceptionnel, je vous félicite déjà. Et je suis fier de pouvoir la couler à Ampleau. On est presque le centre de moulage des cloches à Ampleau. Dans quelques années, je pense qu'on sera l'unique centre de coulage des cloches. Monsieur le curé, merci d'avoir béni ces cloches. Remercier aussi André Peugelet, qu'on connaît maintenant très bien à Ampleau, parce qu'il y passe 4 fois par jour, au moins, pour avoir proposé de couler ces cloches ici. Et merci au maire aussi d'avoir accepté qu'elles soient coulées à Ampleau. Et mes collègues et moi révisons et contrôlons et entretenons. Alors, sur le plan musical, on nous posait la question tout à l'heure. La cloche n'est pas coulée au hasard et on estime qu'elle est bonne. Le calcul se fait d'avance, donc pour les cloches d'Ampleau qu'on voit dans le beffroi, on avait un cahier des charges qui a été rédigé par un expert au niveau du diocèse, et donc ce cahier des charges nous disait la tonalité à avoir et le poids aussi, hein, il était très serré, et donc il a fallu rentrer dans ce cadre-là. Et on a essayé de couler au plus près. Alors le décor aussi, on dit souvent que les anciennes cloches sont très décorées, très belles à l'ouvrage. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les cloches étaient très sobres, avaient très peu de décor. Ils avaient souvent un minimum de phrases qui citaient parfois le fondeur, même pas toujours, l'année de la coulée. Après, au XVIIe, l'époque baroque a bien sûr marqué aussi le décor des cloches. Et là, on a un décor donc 21e siècle qui avait été dessiné par un artiste, Didier Chanu, et donc qui reprend des thèmes
les thèmes des paroisses précédentes avec un design un peu plus contemporain. Alors comme il est d'usage, monsieur le curé va bénir le métal. C'est un usage des fondeurs de cloches. Donc on essaie de mettre les chances de notre côté. On a œuvré pendant un mois à 1 mois et demi pour fabriquer le moule. Et là, en quelques minutes, tout se jouera. Alors on espère pour le mieux, mais on ne maîtrisera pas tout ce qui se passe dans la terre. Et donc les fondeurs se sont toujours pris des sécurités. En l'occurrence, ils ont demandé aux prêtres de bénir l'opération. Alors, je vais passer la parole à monsieur le curé. Seigneur, entends nos prières. Que notre cri parvienne jusqu'à toi. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur du ciel et de la terre, toute la création proclame ta louange. Regarde le travail de nos mains et bénis le métal en fusion, destiné à couler cette cloche. Dirige ses flots et récompense nos efforts. Fais que cette nouvelle cloche glorifie ton nom au cœur de notre communauté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est qui va sonner les cloches? C'est Paul? Donc pendant la coulée, on va entendre les cloches. Les 2 cloches, celle de Saint-André, de André, et celle de Fabien, Sébastien. Voilà, donc en attendant qu'ils se préparent en toute sécurité. Voilà, c'est là. Voilà, donc on peut démarrer la sonnerie. Allez Gilbert, vas-y, pousse. Pas trop vite pour les cloches, hein, vous allez me les casser. Applaudir les couleurs puisqu'ils ont vraiment transpiré. Merci pour eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le creuset, on avait chargé le creuset avec 300 kg de bronze. Alors pourquoi beaucoup plus de bronze? Parce qu'au-dessus de chaque moule, il y a une rigole, il y a une réserve. Et donc quand la cloche va se refroidir, elle va se rétracter. Et on maintient le métal au plus chaud avec le charbon de bois qu'on y verse à la fin pour permettre, pour qu'il reste liquide le plus longtemps possible et qui, quand la cloche se refroidit, se solidifie, qu'il puisse encore passer par la couronne et suivre la cloche. Donc on a
les deux fondeurs ont transféré en quelques minutes 300 kg de bronze en fusion. Donc ça, alors, pour la petite histoire, c'est probablement les deux plus jeunes fondeurs de cloches de France. Et il y en a un qui est un Anglavien, Julien, que je pense que beaucoup connaissent. Donc vous avez une perle rare dans le village, vous en avez probablement d'autres, mais les fondeurs de cloches, il n'y en a pas beaucoup en France. Voilà. La suite du feuilleton cloche, ça sera demain. Alors je crois qu'il y a quelques images d'une cloche qu'on a coulée pour la cathédrale de Strasbourg. Il y avait une coulée de 4 grosses cloches pour la basilique de Sion, en Lorraine, près de Nancy. Un curé pense toujours aux sous. Et donc les cloches qui sont installées là-bas, qu'on a entendues, c'est un son vraiment très pur, très mélodieux, eh bien nous n'avons pas encore fini de payer leur installation. Donc s'il y a des personnes qui sont généreuses, eh bien on les accueille à bras ouverts et on leur dit d'avance merci. Et je crois qu'il y a une cloche trompe, monsieur Feugelet, qui est placée au niveau de l'entrée de l'église. Au pied du beffroi. Au pied du beffroi, voilà. Alors merci d'avance pour nous aider. On a encore besoin d'une somme conséquente, presque 15 000 €, mais on a bon espoir d'arriver à tenir nos engagements. Celui qui est le socle, ouais. Le socle. Salut. Tu es là? La terre est dure. Hein. Ouais. Elle est lourde. Elle est lourde. Pour l'instant, on peut dire que c'est bon. Alors, voilà. En fait, on est en train de découvrir, avec comme vous, hein, vous avez vu qu'une des cloches est enfin le moule est démoulé, déterré du moins. On l'ouvrira un peu plus tard. Là, on est en train, pour ceux qui voient au fond du trou, on est en train de dégager la cloche. Alors la fumée, c'est de la poussière, mais aussi de la chaleur.
Elle est encore très très chaude. Et là on voit un morceau de la chape avec le décor. Donc l'argile a été calcinée sur 2-3 mm. C'est bien la preuve qu'il résiste au feu. Alors, je ne sais pas si vous avez passé à l'atelier sur la place de la mairie. Il y a une démonstration de murs en torchis. Ils ont un petit peu la même recette que nous. Et c'était également des matériaux qui n'étaient pas inflammables comme on pourrait le croire. Hein. C'est surtout les toitures et les couvertures en chaume qui étaient très sensibles au Moyen-Âge. Les planchers souvent étaient faits avec des dalettes pour être anti-feu. Et donc pour les cloches, pour toutes les pièces, les canons aussi, on utilisait de l'argile et du torchis. Pour couler une cloche, on utilise encore des méthodes traditionnelles, donc avec des moules en argile. Et on a une maquette ici. Donc c'est une technique qui a été mise au point au Moyen-Âge. Par empirisme, par expérience, on s'est rendu compte qu'en modifiant la forme à tel et tel endroit, on obtiendrait un son plus ou moins agréable. Et pour fabriquer la cloche, on utilisait donc les matériaux qu'on trouvait à l'époque, notamment de la brique, de l'argile, de la paille, du crottin de cheval. Alors pour fabriquer le moule, on va se servir, d'abord on fait un plan à l'échelle. Alors une fois qu'on savait que telle forme était bien, les mathématiciens ont su la fixer, ont su fixer la recette, la formule, et c'était un peu le secret de chaque fondeur pour arriver à reproduire un son bien particulier dans un profil particulier. Et pour cela, on trace sur une planche la coupe de la cloche, ce qu'on appelle le profil, et on va le faire pivoter autour d'un axe pour bien lisser le modèle. Alors la première étape, c'est la partie grise, qui en fait correspond à l'intérieur de la forme de la cloche. Une fois qu'on a fabriqué ça, on va l'enduire de graphite. Donc le graphite, c'est le crayon, hein, c'est du crayon qu'on va mélanger avec de l'eau. On l'enduit pour que la couche suivante ne se colle pas sur l'argile. Alors on a une deuxième épaisseur qu'on appellera la fausse cloche, et qui en fait est une maquette à l'échelle 1 de la future cloche. Alors vous la voyez en coupe, elle est beaucoup plus épaisse au bord de frappe et elle s'amincit vers le haut. Alors sur cette fausse cloche, on va y porter les inscriptions avec de la cire. Alors sur la maquette qu'on voit là, c'est une maquette cassée de la cloche qu'on a fait hier soir. On voit des traces foncées, c'est en fait le décor en cire qui va servir à faire le décor de la cloche. Alors on y rajoute aussi les inscriptions et la couronne, les anses qui vont permettre de fixer la cloche. Après cette étape, on va encore enduire l'ensemble d'une grosse couche d'argile qu'on appelle la chape. Ah, il n'y a plus de son. Qu'on appelle la chape, et avec une couche d'argile de plus en plus épaisse et solide pour permettre de résister au métal ultérieurement. Alors, quand on a fini ce stade du travail, on va sécher, on va chauffer en dessous le moule et on va sécher les argiles pour qu'ils soient parfaitement secs. Et par ce procédé, on va en même temps faire fondre la cire qui était appliquée sur ce qu'on appelait la fausse cloche. Et donc cette cire va laisser des traces en négatif dans la chape. Donc on a un petit morceau de chape de la cloche d'hier soir, je ne sais pas si on voit le décor, si. En fait, la chape avait pris l'empreinte de la cire et l'a gardée en mémoire. Par contre, c'est à l'envers, hein, c'est le l'envers de la maquette. Et après cette étape, donc le moule bien séché, on va le relever, on va retirer la fausse cloche, on va la casser. Donc la fausse cloche d'hier soir est entreposée là en plusieurs morceaux, ou comme ici, donc on retire complètement cet élément-là et on va réempiler la chape sur le noyau.
Et entre les deux éléments, il va rester un vide, et c'est dans ce vide qu'on va couler la future cloche. Alors on enterre ce moule dans le sol, et on dame la terre autour pour résister aux pressions du métal en fusion. Alors pourquoi résister aux pressions du métal? Parce que le bronze de cloche a une densité de 8,3. Ça veut dire que 1 litre d'eau, c'est 1 kg. 1 litre de bronze, c'est 8,3 fois l'eau, donc 8,3 kg. Donc vous voyez, sur une hauteur de cloche de 1,20 m ou même d'1 mètre, ça fait une pression assez conséquente en bas que l'argile n'arriverait pas à endiguer. Et c'est pour ça qu'on a trouvé au Moyen-Âge la solution la plus simple, c'est de faire un trou, de l'enterrer et de la damer. Et on utilise toujours encore cette technique. Alors, hier soir, hier après-midi, on a enterré le moule, on a damé la terre, et hier soir, on a transféré le métal donc dans le four. Alors, dans le four, on avait du bronze, un bronze de cloche qui est un bronze particulier, puisqu'il est allié à 22% d'étain et 78% de cuivre. Donc, c'est le bronze le plus allié à la plus haute teneur d'étain, et qui le rend très fragile et très sonore. Et là aussi, au Moyen-Âge, on s'est rendu compte par empirisme, en coulant des cloches avec 10% d'étain, ça sonnait moins bien qu'avec des cloches où on mettait plus d'étain. Et on a trouvé le compromis entre la sonorité et la solidité, puisque bizarrement, plus on rajoute d'étain, plus la cloche est fragile. Et donc on a vu que le meilleur rapport solidité et sonorité, c'était donc 78% de cuivre et 22% d'étain. Et encore aujourd'hui, donc presque 1500-400 ans après, on utilise toujours à peu de choses près la même recette. Alors on a transféré le métal hier soir dans le moule, et il s'est solidifié et il a refroidi toute la nuit. Alors pour des petites cloches de cette taille, 24 heures à 32 heures suffisent pour se solidifier, plus la pièce est petite. Et pour refroidir, pour des cloches plus importantes, il faut beaucoup plus de temps. Donc là, on est en train de hisser la cloche. Alors, elle est calculée pour peser 170 kg. Elle a une grosse pièce au-dessus, qui est en fait le canal par lequel est arrivé le métal et qui s'est solidifié. Ce canal a servi aussi de réserve de métal au moment du refroidissement. Le métal se rétracte et est donc bien puisé dans la partie haute. C'est pour ça qu'on fait toujours une grosse calotte en métal par le dessus. On ne va pas couler des cloches, des très grandes cloches sur site, parce que ça coûterait plus cher au déplacement, à la mise en œuvre du four et de l'équipement. Mais on peut, avec la technique que nous utilisons, couler des cloches jusqu'à 500 kg. Et ça couvre déjà pas mal de besoins. Ça permet aux paroisses et aux communes de faire découvrir à leurs concitoyens et aux paroissiens la fabrication de la cloche. Et quand ils l'entendent dans le futur, ils ont une autre approche de la pièce. On va patienter un tout petit peu, on est en train de dégager, donc vous voyez le noyau en brique. Et tant que cet élément n'est pas sorti, la cloche ne résonnera pas. C'est les cloches qui sont destinées à l'église Saint-André. Et au pied du beffroi, vous avez une cloche percée. Et une cloche collecte en fait des euros. Vous verrez, il y a une petite fente où vous mettez des euros. Et on vous autorise même à les faire sonner, ou monsieur le maire se fera le plaisir, parce qu'il y en a une qui porte son nom. Nous avons vécu hier soir un moment magique, le métal en fusion. Et le moment le plus magique, je trouve, c'est quand on enlève la carcasse, le moule des deux cloches.
Donc la petite cloche qui est pour une chapelle qui est en construction à Kirchheim. Donc je ne sais pas si le maire de Kirchheim est avec nous aujourd'hui, mais bon, il était avec moi hier soir pour la coulée. On est très fiers, bien sûr, pour eux, pour les gens de Kirchheim. Il y a des gens de Kirchheim ici? Ah, voilà. Merci de votre visite. Donc voilà, ce démoulage nous marie également, puisque votre cloche de la chapelle Notre-Dame de Kirchheim. Donc Notre-Dame de Kirchheim. Voilà donc un lien historique. Je vous félicite, les habitants de Kirchheim. Bravo à vous pour construire cette chapelle avec l'aide de M. Lux, je crois. Hein. Et donc c'est aussi tout un partenariat de bénévoles qui construit cette chapelle. C'est un ouvrage exemplaire. Et voilà, et je suis fier que cette cloche soit coulée à Andelot. Hein, donc merci à vous. Merci aussi à André Feuglet de l'avoir organisé à Andelot à l'occasion des journées de la FREMA, des journées des artisans, des métiers d'art. La deuxième cloche, elle est destinée, je crois bien, qu'une des paroisses de Reims. Vous voyez à votre droite, comme l'a dit le beffroi qui sera installé à Saint-André l'année prochaine. D'ores et déjà, vous pouvez noter la date du 6 juin. Vous serez tous accueillis. Il y aura une grande fête. On va promener les deux cloches, celle de Saint-André et celle de Fabien Sébastien. Elle ne porte pas mon nom, mais bon, mon prénom. Donc, assez important comme installation. Donc, notez-vous bien la date du 6 juin pour l'année prochaine. On aura l'occasion pour les gens d'Andelot également de faire une préparation pour l'organisation de la fête. Le patron qui les forme à un métier très rare. Ensuite, il y a une cloche, bien sûr, elle doit sonner. Elle a une note précise. Et j'ai vu faire l'un des deux, là, un ajustement, hein, avec un spectromètre audio, hein, je crois. Donc un analyseur audio, donc pour l'ajuster exactement à la note qu'on cherche. Et c'est un travail vraiment d'expérience. Ça veut bien dire que l'art est utile. Moi, je crois que c'est utile. La preuve, c'est que ça fait fonctionner les commerces, ça fait fonctionner les entreprises spécifiques, spécialisées, ça fait fonctionner et ça encourage les jeunes à faire un métier. On peut également accéder à ces cloches, puisqu'elles sont accordées dans leur mari. Et merci d'être avec nous pour le premier son. Donc je ne sais pas si André va vous laisser frapper en premier. Qu'est-ce que c'est comme inscription? Là, un mi de la 5e octave. 5e octave. En système français. Oui. À l'international, c'est un E dry. Un E dry. Oui. J'accueille Madame Lux et je suis très fier et j'ai un grand honneur et un plaisir de vous accueillir, Madame Lux. Généreuse donatrice de cette cloche, mais aussi de la construction de la chapelle. Et ça sera marqué dans l'histoire entre nos deux villages, Madame Lux. Entre Kirchheim et Andelot, vous vous rendez compte? Il y aurait des lignes qui relateront votre nom, le nom d'Andelot et de Kirchheim. Voilà comment se créent les amitiés. Je suis champenoise et je suis très heureuse de constater qu'on fait aussi une cloche pour la Champagne, c'est-à-dire pour Reims. Voilà, alors Madame Lux a l'avantage d'être champenoise, elle me dit,
Et elle est très émue de voir qu'on fait en même temps une cloche pour Reims, une des paroisses de Reims. Alors on va faire teinter Madame Lux et sa fille, peut-être pour la première fois, la cloche. Donc la cloche là est brute de fonderie. Elle était calculée pour un mi de la 5e octave. Vous allez la percuter comme ça. Hein. Puisqu'elle est champenoise, on va lui laisser l'honneur de faire teinter la cloche destinée à la basilique Saint-Rémy à Reims. Du coup, tout de suite pour les financements, la maintenance et... Je vois que M. le maire est impatient aussi, il veut aussi... Je veux également ma cloche. L'un des critères de la qualité d'une cloche, bon, c'est la justesse de sa note, mais c'est aussi la durée du son. Donc vous pouvez vous amuser à chronométrer. Si on la reteinte, là elle résonne toujours. Donc plus c'est long, meilleur c'est. Alors une cloche de cette taille, la plus grosse, c'est environ 60 secondes. Donc si vous voulez, on refait l'expérience. Après 3 coups, vous chronométrez, vous nous direz si on dépasse les 60 secondes. Là. On a 60, on a dépassé les 60. 65, on est tout juste bon. Ça va. Alors Julien va nous faire une petite démonstration d'analyse au diapason. Une technique qui a été développée au début du XXe siècle. On utilise un diapason calibré et réglable et on va relever un à un les harmoniques qui se situent dans la cloche. En fait, quand on teinte une cloche, comme on vient de le faire, vous entendez une gerbe de son, vous ne savez pas trop est-ce que c'est un mi grave, un mi aigu, et c'est parce que la composition de la cloche est composée la composition musicale est composée d'harmoniques, et c'est en fait l'ensemble de ces harmoniques que décode l'oreille humaine et qui vous donne l'impression d'entendre une cloche agréable, désagréable, sympathique ou pas. Donc on ne peut pas mesurer la totalité, il faut qu'on intervienne sur chaque harmonique. Donc il va essayer de détecter les sons partiels de la cloche. Il va vous faire une démonstration. Ré dièse. Alors pour les gens qui n'avaient pas compris tout à l'heure, on a donc le beffroi de l'église Saint-André, c'est l'église à l'extérieur dans l'eau, près du cimetière, avec les deux cloches, les deux futures cloches. Et au pied de ce beffroi, il y a une cloche percée qui collecte les euros. Et donc ces euros sont destinés à financer le montage de ce beffroi dans le clocher. Alors n'hésitez pas à teinter, à sonner les cloches.
Je rappelle tout simplement que nous avons également Julien, qui est un de mes concitoyens Andelot, pour lequel je suis très fier de le voir chez André apprendre un métier. Ce métier particulier de fondeur de cloche. Là, il ajuste, il compare entre le diapason et la cloche actuelle. Et il sait déjà dans sa pensée quels sont les coins qu'il va devoir retoucher et ajuster pour trouver exactement la concordance des deux spectres. Et nous avons Grégory, fatigué, je le vois transpirer, il a vidé 2 bouteilles d'eau. C'est pas rien quand même de démouler 2 cloches. Et c'est ça, Julien, là, je parle pas trop, ça ne te fait pas des interférences, non? Alors ça va. Je ne sais pas si vous avez entendu le son. Donc c'est l'une des harmoniques de la cloche. Donc elle en a 5 qui sont dominantes, qu'on entend bien, qu'un musicien entend. Et alors là, on n'est pas en train de faire de l'accordage, on fait simplement de la mesure. Comme on a un instrument gradué, précis, qu'on arrive à déterminer, dès qu'il a la même fréquence, c'est la cloche qui va répondre. Donc chaque fois qu'il excite le diapason et qu'il le pose sur la cloche, c'est la cloche qui va lui répondre. Donc comme ça, il y a toute une série d'harmoniques qu'on va mesurer et on va juger en fonction du bilan, en quelque sorte, de ces harmoniques, si on réaccorde la cloche, si on peut la laisser telle que. Alors de tête, je ne sais pas, parce que c'est une cloche qui est destinée au carillon de l'église Saint-Rémy à Reims, donc on a en quelque sorte le pédigré musical de toutes les autres cloches et on va accorder ou vérifier si cette cloche s'accorde à l'endroit destiné de sa place dans l'octave. Bien sûr, ce métal a été béni hier soir, ceux qui ont assisté le savent bien, donc béni sous, je dirais, l'autorité du curé de Kirchheim, mais par le curé d'Andelot, Jean-Luc Lorbert, qui malheureusement n'est pas avec nous à l'instant, mais qui a des obligations à Bar, puisque nous accueillons également le nouveau curé de Bar. Voilà, donc je voudrais... Merci pour la sonnerie. Ce qui m'évite d'en faire. Oui, comme j'ai le même appareil que le vôtre. Donc, ça c'est grand. Merci beaucoup. Je négocie. Het is ijzer en tandgraan. Dosadur ist es ijzer und der Darstellung ist es dann. Und dann habe ich Leiter dran gemacht, das Sperrholz. Und Schlösser, die dran sind, das sind aus Eisen gemacht, wie man früher das Schlösser geht hat. Und was soll ich auch noch sagen? Bänder von der Läden und Bänder von der Tiere, habe ich alle selber machen. Die Leber von den Fenstern. Nicht? Und, ja. Wie viele Stunden haben wir dran? Es hängen 3000 Stunden dran, in 3 Jahren. Ja.
dat kan wat zuur morgen, hè? Ja, ja, klaar. Wil je wat proberen? Ja hoor. Dan is er helemaal laten zuur maar. Ja. Und dann habe ich jetzt Schlösser gemacht. Immer früher Schlösser gehettet. Wie man heute noch teils hat. Und ein Waschküche und ein Teufel weiß man es nicht. Das ist gemacht, das ist da. Ist da. Ja. Wat is het Zopf vanmorgen? Van Der Zopf habe ich dran gesagt, mit der Bonsai. Oh, ja. Und das habe ich mich geholt, das habe ich gleich Spittel. Dachkandler, gut gerne, habe ich mit dem gemacht. Da haben wir eine Gabarie gemacht. Da sind sie dann hingepasst. So. Ah, das trägt noch drauf, ne? Das ist die Kante, ja nicht. Ein Eidwolle. Ein Lademandel, wie man sagt, nicht? Und das hat der Band gern vom Fenster. Das da ist ein Band vom Fenster. Und das ist ein Band von der Tier. Ja, und dann, wenn ich das da aufgenommen habe, das ist ein Klebele. Ein Ladenklebele. Fensterklebele. C'est des maquettes qui ont été faites par Maurice Seiler, qui montrent un peu l'évolution de la maison à pans de bois en Alsace. Donc les enfants doivent colorier les poutres, ce qui fait qu'ils se rendent compte un petit peu des différences de poutres entre les maisons et l'évolution de la maison à colombage. Et ensuite ils la construisent et voilà. Donc c'est une petite maquette. Ouais, donc là ils colorient les poutres. En général, ils commencent toujours par les poutres, donc c'est un aspect un peu ludique. Donc ça leur permet de se rendre compte de la différence des travaux au niveau des pans de bois, les différentes techniques et l'évolution aussi en fonction des époques. Ils ont différentes techniques, bon là ils ont les crayons de couleur, ils ont les feutres, ils ont aussi les craies grasses. À partir de demain, il y aura de l'argile aussi également. Des petites maisons en argile et des ateliers de dessin avec des ocres et des pigments. Voilà. Des maisons d'Artelsheim, où on se rend bien compte justement du travail de charpente et donc de poutres qui existent et comment ça a été travaillé à l'époque. La fameuse maison à colombage, c'est tout est basé sur ça apparemment. Tout ce qui touche surtout par l'exposition de la seigneurie. C'est la seigneurie qui a mis en place tout ce qui est travaux autour de la maison donc à pans de bois. Et après, il y a la Fréma qui met en place surtout des ateliers d'art ancien et d'artisanat. Voilà. Donc ça, c'est la seigneurie d'Andlau qui va être transformée en centre d'interprétation du patrimoine. C'est à l'initiative de la région et d'autres choses dont je ne peux pas vous parler parce que je n'y connais pas grand-chose pour le moment. Mais Sophie Reb, qui est la chargée de projet, s'occupe donc des travaux de restauration et de mise en place du CIP, du centre d'interprétation du patrimoine. Si je passe le doigt, mais c'est encore trop humide. Normalement, ça tient. Du bois, on voit tout de suite la différence. Donc, non, si vous voulez virer le crépi, faites-le et sans état d'âme et au plus vite. Après, effectivement, votre bois, ce qu'il ne faut pas, c'est le traiter tout de suite derrière. Laissez-le à ce moment-là respirer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui arrive au haut de la montagne, il a besoin de respirer et de savourer le paysage. Et bien, votre bois, vous venez de virer cette saloperie qu'on a mis dessus. Qu'est-ce qu'il est content. Laissez-le savourer et après, vous pourrez toujours le traiter. Mais le bois dedans, à cœur, à telle enseigne, c'est qu'une maison en bois ancienne ne brûle pas. Le bois est tellement compact
que le feu ne peut pas arriver à prendre sur un bois comme ça. C'est une horreur, un vieux bois comme ça, dans une cheminée, ça brûle très très mal. Donc, si vous avez le bonheur d'avoir une maison comme ça, virez-moi tout ça et laissez respirer le bois, ne serait-ce que pour que cette fameuse couche d'humidité, c'est celle que je dénonce, là, des premiers centimètres, que celle-ci puisse enfin retrouver sa raison d'être, sa liberté, quoi. Elle tiendra pas. Ah, je vais rien faire. Pour que le transfert soit optimum, il faut qu'on ait une linéarité. C'est-à-dire qu'on met la distance de progression à côté, le temps de progression. Il faut qu'il y ait une linéarité. Das ist eine Holzkapelle aus dem 15. Jahrhundert, 1470, wo ein Verabschweier kommt. Und was speziell ist auf dem Holzkapelle, sind die Holznägel und das Halbholz auf Halbholz, wo es zusammengeplattelt ist. Das Holzkapelle ist mit zwei verschiedenen Hölzern gemacht. Die alte von 1470 und das neue Holz, das geil ist, das man hier sieht. Und das ist ein Choix, wenn man sagt auf Französisch, für das die Leute sehen, dass mit alten Balligen man noch etwas Stabiles bauen kann. Dass man die ganze Elsass riesig noch rekuperieren kann, gell? Ja. Die Isla kann man rekuperieren, kann man unterfangen und die Hölzer, die voll sind, kann man ganz ohne Problem wieder wechseln. C'est avant de morgen noch das Renovation oder Häuser? Ich persönlich tue nicht renovieren, ich tue forschen und im Elsass haben wir Häuser von 1336, 1280, die noch aufrecht stehen. Und die sind gar nicht bekannt. Dann, früher hat man sie nicht gewusst, wie man sie datieren kann. Aber man datieren mit jedes Jahr gibt es einen CERN, der Baum wachsen. Und wenn man das analysieren kann man ganz genau wissen, was der Baum gefällt worden ist. Und ein Siesel müsste im Jahr und ein Tag aufgebaut sein, sonst geht wieder das Holz zurück, mit dem, was es verkauft hat. Das Holz schafft schon immer, was halt noch, gell? Ja. Wenn man so alt ist, nehme ich an, ne? Ja. Wir machen avec ça. Ja, was ist Ça, jetzt das? das ist jetzt Erde, sagt man. Lehm. Ça, c'est l'oxyde de fer. Pourquoi? Ça, das ist dann noch die Farbe vom Leim. Ne? Und der Leim wird eingeweicht und mit der Fäß, größere Menge mit der Resser auf dem Hof, wo das Fachwerkhaus steht. Und dann wird es mit Stroh zusammen gemischt. Und wenn das die richtige Konsistenz hat, wie da, dann tut man das einfach. So einfach ist das. Dass die Luft rausgeht und dann stricht man immer wieder, bis man das Ding zu hat. Und auf der anderen Seite ist auch einer, der das hilft, dass man nicht Bälle druckt, n'est-ce pas? Haben wir noch zwei, ja. Surface geht. Bon, ça c'est le torchis. Mais avec ça, damit ist es ja noch nicht fertig. Die faut habiller, man muss das Haus auch anziehen, ein schönes Kleid geben. Das macht der Kalkputz. Da kommt ein Kalkputz drüber, das Stroh wird rausgekratzt. Und in dem rausgekratzten Stroh, wenn es trocken ist natürlich, da kommt dann der Kalkmörtel, der erste Kalkmörtel drauf. Das Stroh, was raus wird abgeschnitten und dann kommt der feine Kusch Kalkmörtel drauf. Und dann noch der Badichon. Und mit dem ist dann noch alles getan. Maschinen zeige ich deswegen, Hit kostet alles viel Geld, Arbeitszeit kostet Geld. Denke euch, wenn man das alles mit den Fies müsste machen, der ganze Leim, der hätte man gar nicht vorkommen. Die sagen, das kostet viel. Bon, le matière première, ça coûtera rien. Ein Mètre Cube coûte 40 €. Es ist mehr Arbeit, wo viel Zeit bräuchte. Um die Zeit ein bisschen einzusparen, macht man das nicht mehr mit den Fies, man macht das immer alte Petra. Da kommt jetzt der Leim rein, der Stroh dazu, und dann lässt man das drehen. Ich lasse es mal laufen, dass man das auch hört. Und dann können wir auch reinschauen. Ça fait le même geste, das macht das Gleiche wie die Füße, n'est-ce pas? Voilà. So geht es natürlich schneller. So. Jetzt sehen wir den Enduit à la chaux qu'on applique
Das macht man jetzt auf ein Renaissance-Gebäude. Da sieht man ganz genau noch das Wiese, da sieht man doch der alte Antwi drunter. Man hat leider den Fehler gemacht, man ist mit Zementputz drüber gegangen. Das hat die ganze Struktur die Wichtigkeit behalten. Nicht wahr? Und deswegen machen wir wieder einen originalen Kalkputz drauf. Und derselbe Kalkputz wird auch am Fachwerk benutzt, auf dem Leim. Da brauchen wir das Stroh nicht rauskratzen, das ist klar. Das sind Steine, da hebt sowieso, nicht wahr? Das hebt auf alle saugende Gründe. Auf ein Glasbad kann man kein Anfäller schon aufbringen. Voilà. La troisième étape, ça c'est l'habillage. L'habillage, dass man ein Haus irgendwie drauf macht, ist schön. Man muss aber auch die Architektur präsentieren. On met en valeur l'architecture, c'est-à-dire on donne une teinte. C'est toujours l'ocre qui dominait aussi en Alsace. Parce que ça c'est un ocre qui n'était pas cher. Hein. 1 kilo, ça coûte peut-être 6 €. Voilà. Und avec cet ocre, on peut faire la coloration sur l'enduit à la chaux, auf der Kalkmörtel. Das ist jetzt wieder eine autre Etappe. Da machen wir jetzt noch eine finere Couche. Sable 0,2. Parce que là, on va mettre, habiller ça. On essaie, comment dire, l'écusson de Landlo. Ça, c'est les proportions. Ça geht in Fresco-Technik. Das heißt, die Farbe wäre in Kalkwasser verdünnt und in der frische Mörtel, in der frische Enduit gemalt. C'est-à-dire, die Farbe bleibt pur. In Seco muss man es mit Kalk mischen, dass es hebt. Dann ist es Pastel. C'est pour ça les maisons aujourd'hui, ils sont trop foncés. C'est pas juste. Qu'il faut viser le teint pastel. C'est plus proche de notre histoire architecturale. Parce qu'il n'y avait pas de ton saturé. Ça, c'est possible là, avec la pétrochimie, l'acrylique. Ça, c'est tout faux. Ça étouffe les respirations de notre maçonnerie. Ça fait des dégâts, etc. Notre entreprise sur le site, qui travaille essentiellement sur des façades avec des enduits à la chaux. Comme Peter a expliqué, donc les différentes couches, les différentes finitions sous forme de badigeon avec de la pigmentation naturelle. Donc on rénove toute une série de maisons qui demandent à être restaurées avec cet enduit à la chaux, essentiellement. Et c'est un procédé unique là que vous faites là? Pardon? C'est un procédé unique? C'est encore rare qu'on fasse ça? C'est un procédé pour l'instant unique qui n'est pas encore trop répandu parce qu'il y a toujours encore ces produits plastifiants, ces peintures plastifiantes qui sont encore mises en avant parce que les gens ne sont pas assez informés sur ces enduits à la chaux qui sont beaucoup plus bénéfiques pour l'ensemble du bâtiment, y compris les intérieurs. Donc, ça laisse respirer tout ça. Mais également les enduits à la chaux intérieurs sous forme de badigeon, de stuc et ainsi de suite. Donc il s'agit de bien expliquer aux gens, de montrer ce que c'est, et puis ensuite c'est eux qui vont faire le choix. Table très fin qui est utilisé pour la préparation avec de la chaux qu'on rajoute, pour la préparation du support à fresque. C'est-à-dire que pour la dernière passe sur le mur avant de peindre la fresque, on travaille avec un enduit très très fin. Pour faire le dessin lui-même. C'est la pâte préparée avec la chaux, donc 50-50, 50 de chaux en pâte, qui est lechterkolik, et 50% Sand, ganz reiner Sand. On applique ça sur le mur pour avoir le support à fresque. Müssen wir schnell schaffen mit dem Produkt? Non, c'est parce que ça fait une carbonatation. Une carbonatation à l'air. Donc, tant qu'on est dans un contexte de masse, recouvert avec un peu d'eau, ça ne peut pas durcir. C'est pas comme du ciment. Ça, c'est tout à fait à l'inverse. Donc, il faut lisser le support à l'extrême. Donc, vous achetez, ça c'est déjà bon. Ça, c'est le sigle d'Anjou, l'écusson d'Anjou qu'on va reproduire donc sous forme de fresque sur le support à base de chaux. Mais on peut maintenant penser pourquoi ils sont dilettantes. Ils peuvent faire le motif directement aussi. Non, qu'il faut bien être clair ce qu'on met sur ce support parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'appliquer
le motif au-dessus, parce que la chaux, elle sèche, elle n'absorbe plus les décors. C'est pour ça qu'il faut faire rapidement. C'est pour ça qu'on prépare ces trucs pour arriver de faire ça rapide. C'est caséine, c'est du fromage blanc 0% avec la chaux en pâte. Pour également appliquer sur les teintes pour fixer les pigments. Fromage blanc, ça colle, c'est un lien, ça durcit, ça se marie bien avec la chaux. Imperméable. Wasserfest, was seid ihr fait? Wasserfest, ist das gut? Ja, wasserfest. Cette colle laisse quand même des écluses ouvertes, parce que la grûle, elle n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire la colle caséine laisse les écluses ouvertes pour l'humidité peut efficacement échanger. Ce qui n'est pas le cas avec la grûle. Là, par exemple, on a un enduit, une finition à la chaux sous forme de badigeon qu'on peut utiliser en intérieur ou en extérieur. Pour remarquer, pour voir légère différence là. Une légère différence, celui-là, il est traité à la caséine, et ça pas. Mais ça, ça ne détache plus, mais ça se détache. Quand on frotte. Ah oui, et ça non? Non. Traité à la caséine, non traité. Ah ok. Pour les intérieurs, c'est très important. Oui, ben alors voilà, là je reproduis en fait, je copie un chapiteau roman. C'est l'exemple d'une colonne existante à l'église Sainte-Foy de Célestat. Bon, alors bon, techniquement, c'est du grès de Rouffach, ça travaille relativement bien. Bon, il y a le côté assez libre du motif, hein, c'est du végétal. Une fois qu'on a compris les enroulements, ben, il faut voilà, que ce soit nerveux, il faut enlever la matière jusqu'à ce que qu'on ait l'impression qu'il y a un mouvement. Et à ce moment-là, c'est bon, on ne touche plus, quoi. Voilà un peu le gros de l'ornementation. Et les colonnes, vous faites tous les genres de restauration pour les églises, pour les monuments historiques? Oui, ben, ça va du cadran solaire à la cathédrale, hein, ça va effectivement jusqu'aux pièces compliquées des monuments historiques, mais ça commence par le seuil de porte chez le particulier, l'encadrement de fenêtres sur la façade, la fontaine de jardin, la cheminée, l'encadrement de cheminée à l'intérieur. C'est très varié, et en alliant à chaque fois la taille de pierre, donc tout ce qui est géométrique, hein, tout ce qui nécessite un tracé, la sculpture, l'ornementation, la gravure, on inclut l'ensemble, donc c'est très vaste, quoi. Et quelles sont les sortes de pierres que vous utilisez? Souvent des pierres tendres plutôt ou... Bah, disons que bon, pour respecter l'art, enfin l'architecture locale, bien sûr à l'extérieur, on va être tenu au grès de la région. Hein. Alors le grès rose à gros grains là en centre-Alsace, mais par contre en intérieur, on va se permettre toutes sortes de pierres calcaires et autres. Hein. Alors, si on veut une ambiance un peu précieuse, un travail très fin, on va taper dans les pierres dures, les pierres de Bourgogne. Si on veut une ambiance rustique, là on va plutôt taper dans les grès, des pierres qui ont un grain vivant et qui marque bien, qui est bien marqué par le coup d'outil. Après ça dépend de l'ambiance qu'on veut donner au bâtiment. En tout cas, merci bien. C'est tout de l'art, hein, ce que vous faites. Là en fait il s'agit d'un travail de groupe avec des jeunes donc, qui apprennent le métier. On a fait un modelage donc, en terre d'une main. Ce modelage, donc d'après ce modelage, on a fait un tirage en plâtre. Donc il subsiste là, le bout, c'est l'original du tirage qu'on a débité en 5 parties. Et on a donné un morceau au sculpteur, un morceau au tailleur de pierre, un morceau au sellier maroquinier et un morceau au couvreur. Donc chacun dans la matière qui travaille, on fait une partie quoi, de cet ensemble, qui est là, en fait, qu'on a baptisé la main de l'œuvre, puisque dans le compagnonnage, dans la formation, c'est ça, quoi, hein, on donne ce qu'on a, les anciens donnent ce qu'ils ont aux plus jeunes, et voilà, on transmet le métier de cette façon, et on s'entraide dans le travail. Le principe.
Ah, tu vas mettre. Payer directement, tu vois. En fait, tu vas passer d'abord, tu vas faire un truc là, comme ça. C'est inspiré des choses. Bah, nous, notre métier, c'est tailleur de pierre. On travaille surtout sur de la réparation de monuments historiques, tout ce qui est rénovation de cathédrale ou la maison qu'on peut voir à l'arrière. Il y a beaucoup de plans de taille de pierre donc, dessus. Et le tailleur de pierre, il travaille beaucoup à partir de formes géométriques. On a quelques gabarits en carton et on vient tracer la pierre et la tailler ensuite. Donc. Là, ici, là. Tiens, je vois ce que tu veux dire, oui, tu fais par étapes. Ouais. Qui fait des démonstrations de taillage de pierre. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça, c'est du grès. Du grès des Vosges du ou grès, oui, des Vosges du Nord. Et en Alsace, c'est principalement le grès qui est utilisé, beaucoup dans les Vosges. De toute façon, les tailleurs de pierre ont toujours utilisé la pierre qu'ils trouvaient la plus proche. Et vu qu'il y a beaucoup de bassins granitiques ou gréseux dans le coin, ils travaillaient avec la pierre qu'ils avaient. Donc on peut voir autour que c'est beaucoup de grès ou de granit. Maintenant, si on va plutôt vers les châteaux de la Loire, etc., ils vont travailler une pierre qui est beaucoup plus calcaire, qu'on appelle le tuffeau. Vous faites souvent comme ça le Tour de France ou Non, moi je n'ai pas encore réalisé mon Tour de France. J'aimerais bien, mais pour l'instant je suis encore en formation à l'école et puis je préfère un peu rester dans le coin là. Bon après, on ne sait pas peut-être, mais bon à l'école on taille assez un grand panel de pierres, donc il n'y a pas trop de soucis. C'est le lycée Camille Claudel à Remiremont. Bon, moi je fais pas grand chose, j'enlève juste ce qu'il y a de trop. Hein. Elle est courte. Alors nous sommes la sellerie Brunissen à Molsheim et donc là aujourd'hui on a une Bugatti à Anglo qu'on expose. Cette voiture c'est une voiture qui date de 1929 et c'est une type 44. Nous avons donc refait tout l'intérieur, toute la sellerie intérieure, les sièges, les panneaux de porte et la capote. Et voilà, donc c'était un beau travail qu'on a voulu faire partager au public et aux intéressés, et faire profiter les gens de notre travail et de la réussite de cette voiture et son prestige. Non, c'est mon père qui a instauré ça, il a créé son entreprise, son atelier. C'est depuis juste une génération, maintenant on verra si ça va suivre. Ça lui a pris très jeune et ouais, c'est un homme très passionné et son travail. Ça se ressent dans son travail. Voilà, je vous présente mon entreprise qui se situe à Molsheim depuis maintenant une quinzaine d'années. Et moi-même, ce métier, je l'exerce depuis maintenant 25 ans, plus de 25 ans. Et là, j'ai le plaisir de présenter à Andlo ce très beau modèle type 44 Bugatti de 1929.
où nous avons réalisé tout l'intérieur dans les mêmes façons qui se faisaient à l'époque, à savoir l'intérieur, le rembourrage, crin, ressort. On a mis un point d'orgue à ne pas utiliser de matière comme de la mousse. Nous avons utilisé que du matériau qui existait à l'époque, que ce soit pour l'intérieur et pour la capote. Donc au niveau de l'intérieur, on nous a refait les moquettes. Les sièges sont refaits entièrement, il n'existait plus grand chose. On a refait tout ce qui est ressort, le rembourrage en crin. On a façonné des poches en cuir, donc tout le cuir c'était un cuir pleine fleur. Les poches comme à l'époque, à soufflet. Nous avons donc aussi réalisé tout ce qui est capotage en toile alpaga. Donc ce qui est la capote, ce qui est du couvre-tonneau, du couvre-capote. Et en collaboration avec des carrossiers qui travaillaient aussi de façon forcément artisanale, quoi. Donc voilà, on a la chance d'avoir le beau temps en plus ce week-end, donc tout le monde est content et on a beaucoup de public, donc c'est très bien. Les entourages en chromé, c'est quoi? C'est du chromé, ouais. Enfin chromé, c'est nickelé. Il n'y a pas encore de chrome à l'époque. La fermeture. Jetzt Moment. Jetzt kann ich nicht. Das kann ich nur erzählen unter 4 Augen. C'est un vrai. Je crois que ça va. Tu veux que je le pince? On va voir si c'est un vrai. C'est du vrai bois là, c'est pas du plaqué. C'est du vrai bois. C'est un début. Attends, moi je Et en l'ai plus, pour ça. c'est la Miss Alsace. C'est la Miss Alsace. Ah ouais. Mais c'est une blague, hein. Alors je l'explique, c'est l'alsacien, la taille normale. Ça c'est le nain alsacien, c'est le nain alsacien. Et ça c'est l'elfsacien, c'est les elfes alsaciens. Et maintenant je vous montre où se trouve la nain Alsace. Vous voulez voir où se trouve la nain Alsace? Je vous montre ça. C'est en live, voilà. Attends, moi je montre. Voilà. L'Alsace est ici, entre les Vosges et la forêt noire. Et si on creuse sous la terre, la Alsace, elle est en dessous. Parce que la terre est creuse. L'Alsace est un monde parallèle et inversé. C'est beau et bon à la surface. Chez nous, nous sommes des surfaciens, vient de l'intérieur de l'Alsace. Par exemple, le bretzel. Le bretzel pousse sur le Bretzelbaum. Voilà donc un exemple de Bretzelbaum, avec tout le cycle de reproduction du bretzel. Les preuves scientifiques. Ça, ce sont les règles d'hygiène de l'Elfsacien. C'est une mousse par jour. Parce que l'elfe alsacien est très propre. Ça c'est un trompe-l'œil plutôt classique, avec la fausse fenêtre. Et l'idée d'avoir un personnage accoudé à la balustrade, c'est toujours excellent pour l'effet de trompe-l'œil. Vous êtes relieur, c'est ça, monsieur? Ouais. Oui. Monsieur Salmon, Maurice Salmon, relieur à Strasbourg. Je suis en train de faire une reliure monastique 15e siècle, qu'on appelle reliure byzantine. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau là? Là, je suis en train de coudre le livre avec du fil de lin et du fil. Donc du fil de lin. C'est une reliure très primitive, mais quand même très solide, qui se constitue de plats en chêne, ce qui n'est pas aujourd'hui d'actualité. Au XVe siècle, ils utilisaient le chêne comme matériau de reliure. Donc je suis en train de faire des facsimilés de reliures byzantines. C'est des facsimilés, donc ça consiste à prendre une plaque de chêne, à la vieillir, à lui donner une patine très authentique, afin qu'on se rapproche le plus possible d'un livre qui viendrait du XVe siècle. Et surtout l'intérêt, c'est de retrouver la technique particulière utilisée pour la reliure.
C'est une technique qui est tout à fait originale, à base de fils et de fils qui sont directement attachés sur la couverture. Et à partir de là, on coud directement le livre. Et après, on mettra la couverture au-dessus et le livre sera terminé. Donc après, on finira par en posant un cuir, en mettant des cabochons, des fermetures, des bouts de parchemin, afin de lui donner son aspect final le plus authentique possible. Bon, ici, on a le même genre de reliure, mais avec ça s'appelle des reliures à oreilles, parce que les livres étaient stockés horizontalement, et lorsqu'on les tirait de la bibliothèque, on les tirait par les oreilles. C'était une invention pour pouvoir mieux utiliser. Annie Basté-Manzer, présidente de la FREMA. De la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Merci. Bon, donc moi j'étais plutôt venue voir Marc pour lui demander où il en était de sa restauration. Eh bien écoute, la restauration elle avance. Il y a un premier jet de réparation de boiserie qui a été fait. Donc des réparations de fentes, des réparations de parties d'ébène qui étaient cassées. Voilà, et maintenant je vais attaquer tout doucement le remontage de la mécanique de la clarinette. Alors petite question subsidiaire, quand tu parles de tes trous là qui ont été refaits, est-ce que c'est avec ça? Voilà, tout à fait. Et ça s'appelle déjà du... Ça c'est de la gomme laque. De la gomme laque. Alors la gomme laque c'est un produit naturel, complètement naturel, qui est d'ailleurs encore utilisé dans la facture instrumentale et par les ébénistes, donc c'est des paillettes. Hein. Il y a ah ouais, non mais attends, alors ça c'est magnifique ça. En plus ça brille. Vous me direz ma petite fille, moi j'aime ce qui brille. Et donc nous on le fait fondre et voilà, ça donne des bâtons de colle. Et si tu dilues la gomme laque dans de l'alcool, tu fabriques un vernis naturel. Ah oui. Tu peux vernir du bois avec de la gomme laque. D'accord. Alors par exemple, voilà, ça c'est des petites tablettes que je fais, ça c'est un vernis gomme laque. Ok. Voilà. Ok. Et alors ces pièces-là, je suppose que c'est pas tout à fait anodin et que ça a une raison d'être. Autrement, tu t'amuserais pas à le faire. Alors voilà, quand on démonte par exemple une clarinette, pour ne pas trop mélanger les pièces, pour pas trop mélanger les axes. Alors je vais par exemple sortir un axe. Et surtout pour pas trop perdre de temps au remontage, à les choisir et à calculer les longueurs. On a des petites tablettes comme ça où voilà, on va par exemple poser l'axe dedans. Et ça correspond à un truc précis, voilà. Puisqu'il y a quelque chose de noté. Voilà, on note un petit peu les clés, enfin on note chaque axe a un nom, correspond à une clé, et donc on va positionner les axes directement sur les clés. Et tu as combien Premièrement, de clés ? Ça évite de perdre les pièces, ça évite de les prendre les unes après les autres. Et quand le client vient voir l'évolution de la réparation sur son instrument, c'est professionnel, quoi. Il voit que rien n'est perdu. Bon, je reprends quand même ma question tout à l'heure. Tu as combien de clés sur une clarinette ? 13 clés. 13 clés. 13 clés. Et chaque clé, je suppose, comporte des notes. Alors chaque clé peut correspondre à une ou plusieurs notes, en fonction du doigté qu'on utilise. Bon d'accord, ça devient un peu technique. La clarinette est un instrument qui est à part dans la famille des instruments à vent. C'est un instrument qui est assez compliqué, effectivement. Et alors donc, tu expliquais tout à l'heure que cette pièce-là, alors déjà, est-ce que celle-là, tu peux aussi la démonter ou la décoller parce que moi j'avais trouvé ça assez fou de voir comment tu décolles et comment tu remontes ça. Lisa Flamme, on travaille beaucoup à la... Je vais baisser un peu l'intensité. Voilà. Je vais prendre un petit outil. Donc on chauffe la calotte. On fait fondre la cire. Et on enlève le tampon. Donc les tampons de clarinette sont collés avec de la cire blanche. Et le tampon est composé de différentes... Alors le tampon est composé de 3 pièces. Nous avons à l'arrière du tampon une plaque en carton qui va être, elle, directement mise en contact avec le fond de la calotte de la clé. Derrière le tampon, on a une épaisseur de feutre
Donc la qualité d'un tampon va bien sûr aussi jouer de la qualité du feutre. Si c'est des feutres tramés ou des feutres tissés, on ne va pas avoir la même qualité de bouchage. Parce que c'est des feutres faits avec des tissus feutrés. Tout à fait. Alors tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle pas du feutre. Ça s'appelle de la laine bouillie. Parce que le feutre, c'est de la laine qui est feutrée, uniquement. Donc ça, c'est un tissu feutré. C'est un tissu feutré. D'accord, ok, oui, ça on marche. appelle ça du feutre. Oui, oui, non, ok, on va pas jouer sur les termes, Non, mais, mais c'est voilà, vrai que c'est intéressant tout à fait. de voir les différences tout à fait. dans un truc technique comme ça. Tout à fait. C'est un peu mon métier. J'aurais encore appris quelque chose. Et le tout. Et donc le tout est entouré d'une, alors dans le cas de la clarinette, d'une baudruche, quoi, qui à l'époque était donc un matériau naturel, hein, c'était la baudruche de mouton. Alors la baudruche, c'est la vessie. C'est la vessie de mouton. Donc la vessie de mouton ou de chèvre qui était retravaillée, qui était tamée pour avoir vraiment des épaisseurs très très fines. Aujourd'hui, moi je n'utilise plus le tampon baudruche parce que ce sont des baudruches synthétiques et qu'elles tiennent pas le coup. Ah oui, alors tu disais aussi qu'il y a une histoire de salive, parce que quand tu pousses ton son dans ta clarinette, il y a de la salive forcément qui sort et qui va toucher ces tampons. Voilà, alors quand le musicien va souffler dans son bec, la pression acoustique, il y a forcément de la salive qui va être emmenée par la pression acoustique, et la salive est un acide extrêmement puissant. D'ailleurs les ferblantiers à l'époque, quand ils faisaient des ingris sur les toits, avant de faire leur soudure ou pendant qu'ils faisaient les soudures au plomb, ils crachaient dessus. Et ça fait l'acide décapait les soudures, décapait l'étain. Et nous, dans la facture instrumentale, c'est un petit peu notre ennemi la salive. Hein. C'est pour ça que c'est très important de bien entretenir les instruments, de bien les nettoyer, de bien les laver. J'ai cru que tu allais dire de bien se laver les dents. Ouais, non, ça n'a pas d'importance. Bon, d'accord, non, Et le problème de la salive, c'est quand elle rentre en contact constamment. Michel Wagner, marketeur. On va lui demander comment il procède. Monsieur Wagner. Donc la marqueterie, ça commence par un dessin. Je vais en faire un calque. Et le calque va être utilisé pour la découpe et pour l'assemblage. Vous commencez par le dessin. Je commence par le dessin. Donc, je commence par le dessin. Donc le dessin est là pour essayer de voir un peu ce qui va arriver et pour essayer d'améliorer donc le résultat final. Un calque pour déterminer les contours et ensuite donc je vais découper, là en l'occurrence donc la marqueterie c'est une technique d'incrustation, ça peut être du bois mais ça peut être beaucoup d'autres types de choses, donc métal, pierre ou cuir ou d'autres choses. Et donc je vais, là en l'occurrence c'est que du bois, donc je vais découper mes morceaux de bois pour en faire un tableau. Donc je vais faire un fond, le découper et ensuite prendre des couleurs différentes pour les découper et les intégrer. Une fois que la marqueterie est terminée, elle a toujours cette épaisseur, donc 6 à 8 dixièmes de millimètre. Elle va être collée sur support, poncée, vernie et cirée. Et alors c'est tout. J'utilise de l'ébène, j'utilise un peu de tout. En fait, moi, je vais utiliser quelque chose qui va me faire plaisir. C'est-à-dire que je vais voir un morceau de bois, je vais me dire waouh, ça c'est génial. Alors que ce soit de l'ébène, du marronnier, du noyer, du peuplier ou autre chose, personnellement, ça m'est égal. L'essentiel, c'est le résultat. Ça, c'est le dessin, et là, vous avez le résultat donc final. C'est-à-dire qu'avec une miniature, le gros souci, c'est la précision. C'est-à-dire que en général, je vais travailler en découpe en ayant ce que j'appelle une coupe de fainéance, c'est-à-dire que c'est suffisamment bon pour être vu, suffisamment mauvais pour bien se monter. Et là, la coupe de fainéance, j'y ai pas droit. Donc, on sait à peu près qu'il y a des choses comme ça. Sonia Rinaldi, qui est actuellement en train de faire des démonstrations. Elle est émailleuse sur lave. Et là, tu es en train de faire quoi, Sonia? Est-ce que tu peux nous expliquer le processus? Alors, donc là, pour reproduire le dessin sur la lave, j'ai d'abord fait une fois au carbone. Et maintenant, pour que ça garde le dessin, en fait, je cloisonne avec un crayon gras. Et comme les émaux sont à l'eau, du coup, ça reste dans la case, en fait.
parce que sinon ça s'étalerait. L'émail ça s'étale dans tous les sens, surtout à la cuisson. Donc là, le fait de bien appuyer avec le crayon gras, ça garde l'émail dans la case. Et comme ça, on peut faire n'importe quel motif. Si on ne met pas le crayon, en fait, c'est impossible d'avoir cet aspect, quoi. Et du coup, ça fait des reliefs. Les reliefs seront gardés aussi. Est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu en arrière? En fait, tu disais ça, c'est une plaque de lave. Ça aussi, c'est une plaque de lave? Oui. Et ça aussi, c'est... Donc la lave au départ, c'est une roche. C'est une roche qui est la base. Donc là, j'ai mis des photos de carrière. C'est en Auvergne, les carrières. Donc la roche, elle est extraite en gros blocs. Après, elle est sciée en tranches. Qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5. Donc l'étape d'après, c'est de mettre une engobe. Une engobe, c'est une pâte céramique en fait qui sert à boucher les porosités de la pierre parce qu'elle est pleine de petits trous. Après ça, on ponce pour que ça rentre bien dans la matière et on cuit une première fois comme ça. Ça donne ça. Et ça, c'est le support sur lequel après on va dessiner. C'est le support sur lequel tu es en train de dessiner. Et après, le fait d'avoir mis le crayon, ça nous permet de garder l'émail, tu vois, de lui donner la forme qu'on veut en fait. D'accord. Parce que sinon, tu vois, si je mets une goutte d'émail, elle va se répandre. Elle va pas suivre un trait ou je pourrais pas peindre ou dessiner avec en fait. Parce que c'est de la poudre dans de l'eau. Donc l'eau sert de support pour emmener l'émail d'un point A à un point B. Après l'eau, elle rentre dans la pierre. Oui. Et quand l'émail sèche, ça redevient de la poudre. Là, c'est pas encore tout à fait sec. Donc en cuisant, le crayon brûle et l'émail garde le dessin en fait. Donc là, ça fera la deuxième cuisson. Ouais. La première cuisson, la pierre, deuxième avec l'émail. Et ensuite, après, chaque couleur, on recuit. Donc tu peux recuire plein de fois. Combien de fois? Et disons qu'on essaie d'éviter, déjà pour des raisons économiques aussi, on va vert, jaune, 960, rouge, 940. Par exemple, si on met du rouge en même temps que du bleu, le rouge il va être noir. Il va ressortir brûlé. Et ensuite, c'est cuit et on arrive à des plaques, des panoramas. Donc les cuissons de Horfelden. C'est par manque de roulage. Plus on roule, plus les matières s'intègrent. Voilà. Et là maintenant, en gros, on peut dire que tout est intégré. Surtout les couleurs, je vous ai dit, je prends du rouge, parce que le rouge, je sais qu'il prend bien. Donc j'ai pas pris de risque. Mais le brun, dont je ne savais pas comment ça allait répondre, il a très bien répondu. Il est complètement intégré. Ça, il est dedans. Alors, on peut, là maintenant on pinaille, on peut encore rouler un petit coup, voilà. Et le savon qui est dedans, il reste dedans? Il est parti, j'ai rincé là. Là je rince et il n'y a plus de savon. Par contre, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le savon qui sert de liant, le savon ne sert que à un moment, dans une étape du feutrage, pour que les matières s'entremêlent. Voilà. Et voilà, quand on pense qu'on est parti de cette matière complètement vaporeuse et sans aucune consistance, et qu'on arrive à quelque chose comme ça, là je vais pouvoir même carrément, voilà, même le tordre. Mon coup, ça ne risque plus rien. Et le feutre, il faut savoir que le feutre, ça va, c'est chaud et c'est imperméable. L'eau coule dessus. L'eau ne pénètre plus dedans quand c'est sec. Voilà. Voilà, j'ai fini. Et vous le tordez? Ah bah oui, là je le tords. Regardez, voilà. Merci infiniment. Ça, c'est un point c'est ce que je fais également. Voilà. Là, c'est au musée. Pas au musée, c'est qui me perturbe avec sa caméra là.
À l'écomusée d'Ungersheim, voilà, tout à fait. Donc c'est une des dernières maisons de ce type-là qu'on a retrouvée, qu'on a réussi à conserver, dans l'état dans lequel vous voyez. Donc on a une entrée avec une pièce principale qui est la cuisine, dans laquelle on faisait un petit feu, qui a un foyer qui est là, qui alimentait le corollaire. Voilà, donc le chauffe-eau, le poêle en céramique dans la stube, c'est-à-dire la stube c'était la pièce chauffée de la maison. Et on a un autre foyer donc, qui alimentait le four à pain, et également de la maison dans la pièce centrale. Donc la fumée s'échappait par la toiture, par le grenier, et c'est là qu'on faisait fumer les jambons. On mettait au sec les céréales et les choses. Et on se rend compte quand on fait des recherches archéologiques sur des maisons, pour situer et la stube et la cuisine à pièce centrale, on regarde au niveau des poutres, parce que ça noircit. On voit les poutres qui sont très noires. Alors que par exemple dans les stubes qui étaient lambrissées, qui avaient des lambris sur les murs et également sur les plafonds, les poutres sont absolument intactes et non moulurées. Ow.